On va entamer notre troisième séquence qui est organisée autour d'une réflexion sur les cercles vertueux de la préservation des sols. Alors, on a 3 intervenants. Je vais commencer par donner la parole à Nicolas Cartier du lycée agricole de Saint-Thirieix-la-Perche. Saint-Thirieix, on ne dit pas le X. Non, mais c'est une erreur commune. Merci, je me sens moins bête. Qui va nous parler des itinéraires techniques et dans un contexte de polyculture élevage. 12 minutes. Ça marche. Bien, bonjour à tous. Donc Nicolas Cartier, je suis enseignant en agronomie au lycée agricole de Saint-Thirieix-la-Perche. Je vais vous parler de ce qu'on a fait au niveau de l'optimisation des itinéraires techniques et couverts végétaux pour une polyculture élevage limousine plus autonome. Donc pour commencer, petite mise en situation, je vais vous présenter donc l'exploitation agricole de la Faille, donc à Saint-Thirieix-la-Perche, c'est au sud de Limoges, sud de la Haute-Vienne. Donc c'est une exploitation qui est représentative du Limousin, avec une SAU de 189 hectares. On a 3 productions. Une production bovin-viande limousine avec 110 vaches mères. Ensuite, une production ovine avec donc des croisés Suffolk, Charolais, Vendéen, 200 brebis à peu près, avec des agnelles de reproduction et puis des agneaux de bergerie. Et puis un troisième atelier de production qui est un atelier arboricole avec donc un peu plus de 9 hectares de pommes en agriculture raisonnée, dont une partie qui est en AOP pomme golden du Limousin. Et puis également 2,6 hectares environ de vergers bio sur des variétés opales et d'alinettes. Et puis après, on a une petite production en plus de châtaigniers, voilà, à la fois en verger et puis des plantations qui ont été réalisées en agroforesterie. D'un point de vue environnement, on est sur une exploitation qui est située à peu près à 400 mètres d'altitude, avec une texture sablo-limoneuse, tendance acide, et un régime de précipitation autour des 900 à 1000 mm par an. On travaille avec de nombreux partenaires, et surtout ce qui est important à voir, c'est que c'est une exploitation qui est support pédagogique, avec des apprenants qui sont très impliqués sur ce qui se fait sur l'exploitation, à la fois sur des travaux pratiques et sur des pistes de réflexion à avoir, et donc qui ont participé à tout ce que je vais vous présenter par la suite. Alors, voilà un petit peu comment on a fait évoluer notre système de culture. Donc en 2015, avant qu'on soit lauréat du CASDAR Transition agroécologique des exploitations, on était sur un système de culture très représentatif des exploitations du Limousin, avec une prairie régras-trèfle en tête de rotation sur 4-5 ans, une destruction au labour, suivie d'un maïs en silage, et puis 2 céréales à paille la plupart du temps, donc un blé tendre et puis une orge le plus souvent. Après, donc pas un labour systématique non plus, hein, on a un petit peu de travail superficiel du sol en fonction des adventices présentes. On va dire qu'on était sur un labour tous les 2-3 ans en fonction de ce qu'on pouvait observer. Donc en 2016 a commencé le projet lié au CASDAR de transition agroécologique des exploitations. Et donc en 2022, voilà où on en est arrivé. Après donc diverses étapes, bien sûr, tout ne s'est pas fait en un jour. Hein. Donc on est toujours sur une tête de rotation en prairie, alors régras trèfle, voire plus, hein, de diverses graminées et diverses trèfles, voire de la luzerne. Alors on est toujours sur une destruction de la prairie en labour la plupart du temps pour le moment, à savoir que l'exploitation est en 0 glyphosate, donc c'est vrai que ça limite certaines choses. Ensuite, on est sur un maïs en silage qui est de plus en plus amené à être un sorgho, multicoupe ou en silage, à voir. On va ensuite passer sur des techniques de travail plutôt superficielles avec du déchômage pour implanter donc notre céréale à paille d'hiver, qui peut être un blé tendre
pour la première céréale à paille d'hiver est plus souvent un blé tendre. Et puis ensuite, donc on a introduit nos couverts avec des cultures intermédiaires à base de sorgho, de moa, de trèfle d'Alexandrie par exemple, qui sont semés maintenant en semi-direct. Bon là, je vous ai mis une destruction au labour. C'est un exemple, hein, c'est si cela est nécessaire, bien sûr. Et on va passer sur une deuxième céréale à paille, une orge. On a aussi introduit du seigle, du triticale. Et puis, à nouveau, on va profiter de l'interculture pour remettre un couvert. Donc, deuxième type qui peut être envisagé, donc moa, trèfle d'Alexandrie, colza fourragé. On en reparlera par la suite. Et après, donc, on a aussi fait important à implanter des métailles immatures, donc avec des couverts des métailles en graminées légumineuses, donc qui sont ensilées, et avec la mise en place de prairies sous couvert. Et donc cette prairie qui ensuite va redevenir notre tête de rotation. Donc on a du coup, voilà, on est arrivé sur ce système de culture beaucoup plus diversifié, beaucoup plus long, qui a permis alors diverses choses sur le sol qu'on va voir, mais également bien sûr de réduire les IFT, de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Alors, donc on a développé les couverts végétaux, ce qui est très important. Dès lors que l'interculture est suffisamment longue, donc dès lors qu'on a un petit peu plus de 2 mois, quand on le peut, on met en place un couvert. C'est systématiquement des couverts végétaux à vocation fourragère, hein, parce que l'objectif qu'il y a à côté, c'est quand même de tendre vers l'autonomie, qu'elle soit fourragère, qu'elle soit protéique pour nos 2 troupeaux de vaches limousines et puis de brebis. On travaille encore dessus, mais on a des compositions qui sont très variées. Donc, par exemple, on a travaillé sur des mélanges à base de moa, trèfle d'Alexandrie, colza fourragé, donc qui sont plutôt bien résistants à la sécheresse. On a également mélange avec sorgho fourragé, vesse et moa, donc ce qui est plutôt intéressant aussi. Donc, vous l'avez là en photo ici. Et puis cet été, on a également testé un mélange beaucoup plus complexe avec, je crois qu'il y avait une dizaine d'espèces et de variétés, donc que vous avez en photo ici. Donc ça, c'est une photo qui a été prise début septembre avec un couvert qui avait été implanté mi-juillet, hein, donc quand il faisait à peu près 40 degrés. Donc une belle biomasse, ce qui est plutôt intéressant. Bon, après, au niveau valorisation fourragère, on doit encore un petit peu travailler dessus. Ce qu'il faut voir et ce qu'on a bien remarqué cette année, c'est l'importance de semer en direct, directement après la récolte du précédent. Ça permet déjà de semer en conditions très séchantes. Voilà. Donc cette année, on a testé la parcelle que vous allez là. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a une différence de couleur. D'accord ? Donc là, on est sur un mélange moa, sorgho, vesse, qui a été semé mi-juillet. Vous avez cette modalité-là qui a été semée au semi-direct, donc directement après la récolte du précédent qui était un triticale. Et puis cette modalité-là qui a été semée avec un déchômage. Et ce qu'on a vu, c'est que la modalité semée en semi-direct déjà avait une bien meilleure levée, beaucoup moins d'adventices. Et puis au final, ça s'est traduit par une différence de plus 1 tonne de matière sèche à l'hectare pour la partie semée en semi-direct. Et donc, ça permet également de limiter les coûts et enfin de stocker du carbone, bien sûr, par les couverts. On est à peu près, on a utilisé la méthode Merci développée par la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. On est à peu près à 0,2 tonnes de carbone stocké par hectare. Donc, on a développé les métailles immatures avec prairies sous couvert. Alors, rapidement, quelques éléments d'itinéraire technique. On a un premier passage semis de métailles au combiné de semis, donc divers céréales, par exemple triticale, avoine, du pois et de la veste, voire de la févrole. Et on fait un deuxième passage immédiatement après ou le lendemain, en croisant avec le semis de la prairie. Donc au départ, on a commencé par du régras trèfle et puis on développe, ça peut être régras dactyle, trèfle blanc, trèfle violet. L'avantage, c'est que la prairie va pousser sous notre métaille, ce qui va permettre d'être présente
de ne pas être implanté en conditions sèches. Et puis une fois que le mété est ensilé, la prairie va bien se développer. Et donc on a une couverture du sol optimisée et surtout une seule préparation de sol pour l'implantation de 2 cultures, dont une qui est pérenne, qui va donc être là pour 4-5 ans, voire plus. On a également simplifié les itinéraires techniques avec un labour qui est vraiment raisonné au cas par cas, notamment lorsque la pression adventice est trop importante, et pour détruire la prairie, encore pour le moment. On allonge la durée de vie de nos prairies, en faisant notamment du sursemis de prairies. Voilà, on peut gagner 2-3 ans de cette manière-là, ce qui permet d'améliorer la flore présente. Et puis, on a également travaillé avec du semis direct pour développer les semis de métail dans de la luzerne en fin de vie. Donc, c'est ce que vous avez ici. Donc, ce qui a permis de repousser notre luzerne un petit peu plus et de faire un métail. Et puis, on a travaillé sur des semis directs de céréales à paille, avec notamment un essai sur du seigle, avec différentes modalités. Bon, ça n'a pas été trop concluant, puisqu'on avait quand même des pertes beaucoup plus significatives sur le semis direct. Bon, après, on divise les coûts de mise en place par 3, voire par 4. Hein. Donc, il faut aussi voir ça. Donc, en conclusion, tout cela nous a permis d'arriver à une couverture des sols qui est optimisée, avec un bilan fourrager amélioré avec les dérobées fourragères. Voilà, nous, l'exploitation, cette année, malgré les conditions séchantes, elle a abordé l'hiver très sereinement. On avait du stock. On a un stockage de carbone plus important grâce au couvert. Et puis, on essaye d'augmenter notre résilience au changement climatique en implantant des espèces résistantes à la sécheresse. Voilà, donc développer le sorgho, le moa, toutes ces plantes-là. Et puis, l'autre partie, c'est la simplification des itinéraires techniques avec une consommation de carburant diminuée, un gain de temps. Voilà, on peut se douter que les fenêtres météo pour faire les choses risquent d'être parfois un peu plus courtes. Donc, le semi-direct, ça permet d'agir plus vite. Et puis, bien sûr, on en vient au cœur de la journée. On préserve nos sols, voilà, en faisant tout cela. Je vous remercie de votre attention et puis je remercie l'équipe d'avoir pensé à inviter les lycées agricoles pour parler de ce qu'on fait. Merci beaucoup. Alors, on va donner la parole à Aude Pelletier, qui vient de la Chambre départementale d'agriculture de l'Ariège et qui, elle, va nous parler d'une expérience qui permet de travailler sur les bénéfices de l'ACS, sur les structures et les fonctionnements des exploitations agricoles. La parole est à vous. Merci. Donc, je vais vous présenter ce sujet qui est peut-être un peu ambitieux, mais qu'on a essayé de traiter, c'est de voir en pratique, c'est la conclusion de Nicolas, c'est de dire que les sols sont préservés. Nous, avec notre groupe, on a voulu caractériser justement comment les sols étaient préservés et comment leur fonctionnement était amélioré par ces pratiques d'agriculture de conservation des sols. Donc, je suis Aude Pelletier et je suis conseillère à la Chambre d'agriculture départementale de l'Ariège. Donc, on fait un petit saut géographique qui va rester, puisqu'ensuite Maxime nous présentera également un projet en Ariège. Donc, l'Ariège, département situé au sud de Toulouse, à la frontière de l'Espagne. Donc, c'est le groupe, le GI2E Concersol avec lequel je travaille. C'était une association qui a été créée en 2013 et qui a été labellisée GI2E en 2015. Donc, la première vague de labellisation des GI2E. Et dans ce GI2E, on a aujourd'hui 34 adhérents, avec à peu près 2/3 des agriculteurs qui sont en grande culture et environ 1/3 en polyculture élevage. Ces exploitations sont situées sur la partie nord du département de l'Ariège, qui est une zone de plaine et de coteaux, environ 200 à 400 mètres d'altitude, et qui a pour principaux types de sols, donc là j'ai repris les données on a vu Joël Sauter ce matin, les données du RRP, avec donc des sols de plaine, des sols lessivés sur les terrasses et puis des argilo-calcaires très globalement sur les coteaux. Cette région est également marquée par une pluie relativement faible, avec 650 mm annuels, qui tendent à se répartir différemment, mais a priori devraient rester constants dans les prochaines années. Donc vous le voyez, Concersol, c'est un groupe qui s'est constitué autour de la question du sol. Ils ont vraiment souhaité aborder ce sujet en remettant le sol au cœur de leur système de production. Et ce qu'ils souhaitent, c'est que le potentiel du sol s'exprime au mieux.
Donc, je rappelle les 3 piliers. On a beaucoup parlé des couverts végétaux. Là, c'est quand même resituer ces 3 piliers de l'agriculture de conservation des sols. C'est bien les 3 piliers sur lesquels travaillent les agriculteurs de conserve-sol. Donc, le travail minimal du sol, l'abandon du travail du sol et le semi-direct, la couverture permanente et la rotation des cultures et leur diversification. Pour resituer toujours un petit peu les principaux systèmes de culture que nous avons en Ariège, donc on distingue les plaines et les vallées des coteaux, avec des rotations irriguées pour une partie, et d'autres parties en pluviales. Quand on est en irrigué, on a une grande dominante du maïs, avec une place importante du maïs semence, qui joue un rôle fondamental dans l'économie des exploitations. Et ce maïs semence, ou maïs grain, ou soja, ou sorgho, laisse des intercultures longues. Ils sont conduits le plus souvent en monoculture pour des questions d'isolement et d'accès à l'eau, et laissent la possibilité d'avoir des couverts qui peuvent être semés dans le maïs, comme par exemple le trèfle incarnat qui est semé au moment de la castration des mâles, enchaîné d'un autre couvert de Févrole faceli par exemple, qui est le couvert qui est le plus développé chez nous. Dans d'autres cas, on a la rotation maïs-grain-blé, avec également l'interculture entre le blé et le maïs, qui permet l'implantation d'un couvert. En pluvial, on va être plutôt sur des rotations à base de céréales à paille et de colza, avec également la possibilité d'implanter des couverts, donc notamment la pratique du colza associé avec l'implantation en même temps que le colza d'un mélange de couverts type trèfle violet lentilles ou luzerne lautier. Et ensuite, entre le blé et le colza, des possibilités également, donc en semant direct le blé dans le couvert pérenne qui a été semé avec le colza, le trèfle qui continue à se développer, ou le lotier ou la luzerne. Et enfin, sur les coteaux, on est sur une dominante de rotation blé-tournesol, donc en pluvial, avec des possibilités de quelques diversifications avec les cultures sorgho, grain et sarrasin, et un travail sur des couverts d'été, type sorgho, fourragé, radis. On a un gros enjeu sur les couverts d'été, dans une zone où il pleut peu, pour arriver à implanter des couverts après la moisson des céréales. On travaille également à l'implantation de ces couverts dans les céréales avant la moisson, pour justement garder un peu d'humidité dans le sol. Je vais vous présenter maintenant plus particulièrement donc, les essais qu'on a faits et notre recherche d'indicateurs sur le fonctionnement du sol et la structure du sol. Donc, on a travaillé sur 18 systèmes de culture testés sur des parcelles chez des agriculteurs. On a mis en œuvre 7 leviers pour travailler sur des rotations où on cherchait à laisser le moins longtemps le sol nu, réaliser au moins un engrais vert, réaliser au moins une légumineuse, exporter les résidus le moins possible, privilégier couverts et cultures à biomasse élevée, réaliser un apport d'amendement organique et tester de nouvelles cultures. Donc ce travail-là a été l'objet d'ateliers de co-conception. On a abouti donc à ces 18 systèmes de culture dans des contextes différents. On a distingué la plaine, la polyculture élevage, les coteaux secs et les systèmes en bio. Là, je ne vous les passerai pas tous, mais c'est l'illustration des différentes rotations qui ont été testées, donc avec ces objectifs et les leviers activés. Les céréales sont représentées en jaune, donc un code couleur par type de culture. Les couverts sont représentés en bleu. Les petits ronds bleus représentent l'irrigation. Et les étoiles rouges représentent les apports d'amendement organique. On a suivi ces rotations sur 3 ans, de 2017 à 2020, et on continue à les suivre, mais les résultats que je vous présente sont sur cette période. Les 4 indicateurs qu'on a retenus et que je vais vous présenter, on en a étudié plus, mais c'est ceux sur lesquels on a eu le plus de résultats, sont le rapport matière organique sur argile, l'abondance de la biomasse microbienne, la capacité d'infiltration et la porosité interne des mottes. Tout d'abord, on a étudié cet indicateur qui représente plutôt à ce stade un indicateur d'état au moment du démarrage du projet. On n'a pas eu de grande... On a fait les mesures, mais on n'a pas de différence sur cet indicateur sur les 3 ans du projet. On s'y attendait, c'est quelque chose qui varie dans le temps. On avait un état de départ d'une qualité structurale faible à satisfaisant. Donc, je reprends les données de Johannes et al. Et des travaux de Pascal Boivin, qui définit donc cet indicateur du rapport entre la matière organique sur argile et qui définit un optimum à 17%. Donc on a replacé nos 18 systèmes de culture sur cette échelle. Et donc on voit une grande majorité de sols avec un rapport matière organique sur argile inférieur à 12% et une autre partie entre 12 et 17%. Donc on est dans tous les cas inférieur au seuil optimal de 17%. Les parcelles qui ont vraiment des gros écarts sont les parcelles les plus argileuses, les JO et IRE que vous voyez sur le graphique.
Nous nous sommes ensuite intéressés à la biomasse microbienne avec l'évolution entre 2018 et 2020. On a suivi cette biomasse microbienne sur 9 des 18 systèmes de culture. Donc on a mesuré la biomasse microbienne, c'est une mesure en labo par fumigation-extraction, mesure de labo de la biomasse microbienne, donc en milligrammes de carbone par kilo, entre 2018 et 2020. L'objectif était de voir comment d'évaluer l'évolution de l'activité biologique des sols avec la mise en œuvre des pratiques d'agriculture de conservation des sols. On observe donc une augmentation de cette biomasse microbienne sur 8 de nos 9 systèmes. Et on a également essayé de faire une corrélation entre les pratiques et l'augmentation de cette biomasse. On a observé une corrélation positive entre le gain de biomasse microbienne et les abondements organiques totaux, et également avec globalement la quantité totale de matière organique laissée au sol. Donc on voit que les apports organiques sont un facteur clé dans l'augmentation de la matière organique et que les amendements organiques en particulier, donc fumier, compost, jouent un rôle prépondérant dans ce gain de biomasse microbienne. Je relativise, on est à l'échelle parcelle, on n'est pas sur de l'expé, donc on a fait ça sur 9 systèmes de culture avec 2 ans d'écart. C'est pas de la stat, hein. Enfin, c'est de la petite stat. Notre deuxième indicateur, c'est la capacité d'infiltration. Donc, on a utilisé le protocole de Birkan simplifié avec un cylindre de 35 cm de diamètre enfoncé dans le sol. On a ajouté une lame d'eau de 40 mm et on a suivi l'infiltration de la lame d'eau. Et dès que le niveau chutait de 20 mm, on rajoutait 20 mm et on a fait ça 12 mesures plafonnées à 30 minutes. Donc l'objectif était bien d'évaluer la résilience des systèmes face aux fortes précipitations en mesurant la conductivité et l'hydraulique transitoire. Nos résultats sont les suivants sur 8 systèmes de culture. Alors en vert sont représentées les cultures d'hiver en semis sous couvert, les cultures de printemps en semis sous couvert, et en rouge les cultures d'hiver en travail du sol et les cultures de printemps en travail du sol. On voit vraiment une distinction très nette entre les systèmes en travail du sol et les systèmes en semis sous couvert, et des mesures d'infiltration qui sont beaucoup plus élevées, donc 2,5 à 3 mm par minute, dans les systèmes en semis sous couvert. On peut l'imaginer grâce à une bonne porosité de surface et à la continuité porale. Troisième indicateur qu'on a étudié, ou quatrième même, pardon, la porosité intramote sur le profil cultural. Donc nous avons réalisé des profils culturels sur 4 parcelles, avec des profils de 3 à 5 mètres de longueur, comme on peut faire pour un profil cultural, selon la largeur des outils de travail du sol. Sur ce profil cultural, on a distingué les zones de mottes identiques, et on a prélevé des petites mottes sur les zones qui étaient identifiées sur le profil cultural. Ces petites mottes, on les a ensuite emmenées au laboratoire, et on a mis en place la mesure de densité au pétrole, et ce qui nous a permis de mesurer la porosité intramotte, avec un optimum recherché de 50% de porosité. On a représenté nos résultats sous forme de cartographie de profils culturaux, avec donc sur la partie haute, pour chacun des 4 profils, la photo du profil, et sur la partie basse, les mesures de porosité intramotte. On a étudié 4 systèmes, un système en grande culture TCS depuis 1 an, un système en polyculture élevage TCS depuis 3 ans, un système en grande culture en ACS depuis 5 ans et un système en polyculture élevage en agriculture biologique de conservation des sols depuis 5 ans. Donc pour bien préciser ces graphiques, en jaune, on est sur des porosités autour de 40%, en rouge autour de 30% et en vert, cet optimum qu'on cherche à atteindre plutôt autour de 50%. Donc, ce qu'on observe, c'est que la porosité optimale dans les systèmes convertis depuis 5 ans, c'est là qu'elle est optimale, sur sol à dominante limoneuse ou sableuse. On a à la fois un effet du type de sol, bien sûr, mais aussi l'historique des pratiques, depuis combien de temps elles ont été mises en place. Pour conclure, donc, les leviers identifiés et les perspectives. Le rapport matière organique sur argile, on l'a vu, il nous a donné un état initial. On n'a pas encore de résultats sur 3 ans, donc on peut continuer à le suivre, mais on imagine bien que ça va évoluer dans un temps long. L'abondance de la biomasse microbienne a montré la corrélation avec les apports d'amendements organiques. La capacité d'infiltration semble bien corrélée à la couverture et au non-travail du sol.
Et la porosité interne des mottes semble intégrer les 3 piliers de l'ACS et également la phase de transition qui est nécessaire, c'est-à-dire que c'est les systèmes qui sont en ACS depuis le plus longtemps qui montrent les meilleures performances en termes de porosité interne des mottes. En perspective, on a identifié qu'on va continuer à travailler sur la couverture des sols, qui est un des piliers de l'agriculture de conservation des sols et qui est vraiment le sujet qui allie tous les agriculteurs du groupe Conservesol. Et puis également, vu l'intérêt qu'on a vu aux amendements organiques, de continuer à travailler sur ces apports et la construction d'une filière amendement organique dans le département. Merci beaucoup. Donc, Maxime Joulot, la parole à vous. Donc, Maxime Joulot qui vient du lycée de Pamiers et qui, lui, va nous présenter un travail qui est mené sur une zone de captage et les défis de sa protection. Donc, merci à tous. Donc Maxime Joulot, moi je suis enseignant en agronomie, aménagement des espaces naturels. Particularité aussi, j'interviens encore pour quelques temps à la Chambre d'agriculture dans les process installation. Et donc, j'ai été un peu à l'initiative de ce projet-là que je vais vous détailler un peu plus en détail dans le temps qui m'est imparti. Donc, l'exploitation du lycée, on va essayer de la présenter de manière simple. C'est l'exploitation en l'état actuel cette année. Donc, on est sur une exploitation de 97 hectares de surface avec 2 types de sols dominants plutôt alluvions, et surtout avec beaucoup de cailloux. Le sol principal, c'est quand même des galets assez importants, et 78 hectares d'un seul tenant. Je vous ai mis un petit peu la répartition au niveau de l'assolement. Alors moi, je le résume toujours en 30% maïs, 30% prairie et 30% un peu de luzerne. Depuis 2 ans maintenant, on intègre du soja dans la rotation. Je vous expliquerai un peu plus en détail pourquoi. L'exploitation, on est sur une exploitation d'élevage. Ça, c'est quand même important. On est sur une zone de plaine céréalière, Aude vient d'en parler. Nous, on est encore les irréductibles qui résistent. On est 2 exploitations laitières coincées entre tous ces céréaliers qui font du maïs semence, une autoroute et la ville de Pamiers. Donc, on survit. Et en plus, il y a un point de captage qui arrive. Avec 2 ateliers importants, donc un atelier race brune, c'est quand même notre dominante sur l'exploitation. On est répertorié comme vraiment pôle de compétences lait. Et un atelier donc en Gascogne des Pyrénées sur un atelier viande. L'exploitation agricole, c'est une exploitation agricole comme toutes les exploitations agricoles qu'on connaît, mais avec une caractéristique, elle a une vocation pédagogique. C'est-à-dire qu'elle a un fonctionnement d'une administration avec les contraintes d'une exploitation lambda. Donc on a un chef d'exploitation qui est là pour diriger entre guillemets le système et faire tout, surtout l'administratif. Et nous, sur le lycée, on a 2 salariés, et j'insiste, c'est 2 salariés dédiés à l'élevage. Et exclusivement à l'élevage. On a une entreprise qui vient pour les travaux. Depuis peu, on a quand même intégré une ligne de fenaison pour des raisons qu'on verra un tout petit peu plus tard. Voilà un petit peu la zone des irréductibles. Alors, pour situer un petit peu le lycée, on va le voir, on est situé juste à ce niveau. Donc, on a toute la partie gauche, on a la ville de Pamiers avec l'Ariège qui est quand même relativement bien représentée. Et donc, la partie droite avec l'autoroute qui mène à Andorre, qui sépare la zone de plaine avec notamment le côté céréalier. Cette plaine-là, notamment la ville de Pamiers, elle a à l'heure actuelle un seul point de captage d'eau potable. Ce point de captage il est situé dans l'Ariège en eau superficielle. Un accident, volontaire, accidentel ou non, ça met en péril l'alimentation de la ville de Pamiers. Donc il s'est posé la question, à un moment donné, s'il y a un accident, comment on fait ? Donc, il a été émis le souhait de regarder les points de captage à disposition à proximité et de voir si on pouvait les réouvrir, s'ils étaient viables, notamment en termes de pratiques agricoles qui étaient faites au-dessus. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà l'implantation des 78 hectares du lycée et vous avez la représentation de l'aire d'alimentation du point de captage de l'après-Bost. Donc, on est en plein dedans. Donc, sur les 78 hectares, on a 12 hectares en périmètre rapproché. Donc là, quand l'arrêté préfectoral a été lancé, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà qu'on est bloqué avec des céréaliers, mais en plus, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, ça mettait en péril l'exploitation au sens propre du terme. Donc vous avez, je zoome encore un petit peu, vous avez une vue aérienne donc de l'exploitation.
Donc pour ceux qui veulent visiter un petit peu, vous avez l'exploitation, le lycée. Et on avait 2 hectares d'agroforesterie qui étaient déjà présents depuis 4 ans à l'époque. Et vous avez le point de captage et j'ai visualisé un tout petit peu le flux d'eau pour vraiment que ça marque. Le point de captage est en plein milieu des parcelles du lycée. Donc c'est-à-dire que les 12 hectares qui sont intégrés, vous les avez ici. C'est-à-dire que sur ces 12 hectares, je vais résumer un tout petit peu, je vais vraiment synthétiser. On peut semer, récolter, irriguer. Pas d'amendement organique, pas de phyto, ce qui est logique, pas de pâturage. Donc là, il s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je me suis mis en situation à l'époque avec le chef d'exploit. Ça arrive sur une exploitation lambda, il y a 2 solutions. Soit il vend la parcelle, mais ce n'est pas constructible, il ne vendra pour rien. Soit il la passe en luzerne, mais agronomiquement, ça reste de la monoculture. Et puis de la luzerne, ça reste quand même une fabacée, ça produit de l'azote, il y a quand même un point de captage en dessous. Viabilité agronomique, on se pose la question. Ou alors on essaie de tenter quelque chose. Donc c'est là où on a sollicité le financement CASDAR, pour une raison simple, c'est qu'il a fallu amorcer un petit peu le projet. Amorcer le projet, trouver des partenaires, trouver un petit peu de financement et surtout réfléchir en commun. Parce que là, à un moment donné, ça reste de l'eau potable. Donc il faut réfléchir en commun, il faut rester humble sur ce volet-là. Donc l'arrêté préfectoral a été lancé. Nous, ce qu'on s'est donné comme enjeu, avant tout, c'est surtout faire en sorte que l'exploitation reste là. On a quand même 300 élèves, on a des pôles de compétences, on est reconnu. Il faut que l'exploitation continue d'exister. C'était le premier enjeu qu'on s'est donné. Et ensuite, essayer de trouver une solution alternative. On n'avait pas été très ambitieux, mais on a essayé de trouver une solution alternative à la gestion des points de captage. Qu'est-ce qu'on a mis en place ? On avait déjà une parcelle agroforestière. Ça nous paraissait logique d'aller encore plus loin. On avait 2 hectares, mais c'est-à-dire que cette parcelle-là, on a fait 12 hectares d'agroforesterie. On est parti sur une base noyée, sans rien cacher. On est parti sur une densité d'arbres suffisante pour déclarer la parcelle en arboriculture. Il y avait une logique économique derrière, on ne va pas se mentir. Mais on avait déjà du noyer, et nous, l'objectif du noyer, c'est que le noyer, ça pousse relativement bien, sauf quand on a quelques pépins sanitaires, mais ça, c'est des choses qui peuvent arriver n'importe où. Mais surtout, du noyer, ça produit de la feuille. Et à long terme, peut-être, ça peut produire des noix. Diversification, à long terme. La deuxième action, on avait tout intérêt à convertir cette parcelle en bio. On l'a convertie en bio. Alors, en bio, arboricole. Là aussi, on ne va pas se mentir, il y a un enjeu économique. Et il s'est posé la question, ok, mais qu'est-ce qu'on va faire dessus ? Donc là, on avait sollicité la Chambre, ça fait partie de nos partenaires quand même importants sur l'exploitation. Et on a mis en place un premier jeu qu'on a remis il y a 15 jours, le fameux Mission Éco-Phyto qui a été mis en place par le RAD. Donc on a fait venir Aude, on a mis des BTS autour d'une table, on a mis un contexte. Faites-nous une proposition. La proposition, elle a été relativement simple. On est passé d'une parcelle qui était une des plus productives sur le lycée, maïs, fourrage, régras en dérobé et tous les 5 ans, prairie ou luzerne. On est passé d'une rotation plutôt métaille, alors métaille mixte, avec pas mal de fabacées. Je ne les ai pas mis parce que je n'avais pas cette place. Mais on avait quand même 2 mémoires Vess, il me manque une, Vess et Févrole. Et ensuite, on a remis un Régras d'Italie. Pour une simple raison logistique, il fallait planter notre parcelle agroforestière. On a quand même fait une mesure de reliquat sur cette campagne-là. 1 an et demi après l'arrêté préfectoral. Et là, en fait, dès 1 an et demi, on s'est rendu compte que déjà, en termes d'azote, on avait pris 80% de pertes. C'est-à-dire qu'on était passé de 30-35 kg de reliquat à 5 kg. Et là, donc, tout le système qu'on a mis en place avec les BTS est devenu caduc. On a fait ce qu'on ne voulait pas faire, on a remis en luzerne. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il faut quand même que notre sol y vive. Il faut qu'il y ait de l'azote. Il faut que notre sol, on puisse produire. On ne peut pas apporter de matière organique, on ne peut pas apporter d'engrais, on ne peut pas apporter de phyto. Il faut que notre sol soit auto-fertile. Donc là, depuis 3 ans, la parcelle est en luzerne. Ça va changer. Et donc, une des dernières actions, ça a été d'essayer d'évaluer. Tout ce qu'on mettait en place, essayer de l'évaluer au mieux. Alors, avec les connaissances de l'époque, on était parti sur des différents indicateurs. On a essayé de synthétiser ça avec les résultats que l'on avait. Alors,
On a un chef d'exploitation qui est parti en septembre. On a perdu une partie des données. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais pour faire simple, d'un point de vue technique, l'exploitation, elle survit. Alors elle survit, il ne faut quand même pas l'oublier. On a quand même eu un avantage, c'est que la mairie de Pamiers, une des compensations qu'on avait demandé à la mise en place de l'arrêté préfectoral, c'était de récupérer une parcelle équivalente à au moins 12 hectares en compensation. On ne pensait pas l'avoir. On l'a eu il y a 3 ans maintenant. Donc on a quand même 22 hectares qui sont rajoutés. De 78 hectares, on est passé à 93. 22 hectares en plus d'un foncier plutôt agréable. Parcelle sans cailloux. Avec un pivot. Donc c'est quand même quelque chose qui est important à noter. C'est-à-dire que cette parcelle-là nous a quand même fortement aidés. On a diminué en cheptel, on a légèrement augmenté en termes de productivité parce qu'on avait une parcelle qui nous permettait de maintenir un niveau de production. Surtout, le point sur lequel j'insiste, c'est le côté tonnes de matière sèche. On est passé d'une parcelle qui produisait en moyenne 22 tonnes de matière sèche à l'hectare à une parcelle qui, cette année, en sec, a produit 8 tonnes et demie. Sans engrais, sans rien. C'est-à-dire qu'on a quand même perdu, sur 12 hectares sur 93, un stock de matière sèche important. Le point fort, c'est qu'on a toujours 2 salariés. D'un point de vue agronomique, alors on avait commandé la même analyse de terre qu'on avait faite en 2016. Je la reçois dans 15 jours, c'est-à-dire en temps et en heure. Mais on avait une analyse pas totalement équivalente, donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu mettre les chiffres. Mais on est passé d'une... Moi, il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes, même si les chiffres, pour moi, ils ne sont pas totalement viables. On a légèrement augmenté en termes de matière organique. La matière organique a évolué de 0,3 points. C'est-à-dire que là, on a déjà une évolution. Malgré qu'on produise de la matière sèche, on a évolué en matière organique. On a évolué sur la CEC. C'est-à-dire que notre sol, il capte un peu plus d'éléments minéraux. Alors, c'est à prendre sous réserve. Dans 15 jours, quand j'aurai l'analyse de terre, on pourra en reparler. D'un point de vue hydro, parce que c'est quand même l'élément fort de notre système, mais la mairie de Pamiers, elle vante ce qu'on a mis en place. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, l'eau, on pourrait l'utiliser. On n'a pas de chiffres plus récents depuis 2013. Hein. C'est la mairie de Pamiers qui gère. Mais encore en conseil d'administration, il y a 3 semaines, merci de ce que vous faites. Donc il y a quand même un enjeu, la mairie de Pamiers est là. La mairie de Pamiers nous accompagne sur ce projet-là et nous encourage à continuer. On verra si le point de captage est réellement ouvert. Des choses qu'on avait oubliées. Alors qu'on avait oublié, moi, prof d'aménagement, que j'aurais pu, mais que je n'ai pas évoqué. C'est les enjeux environnementaux. Il y a des choses qui sont visibles. Moi, je suis au moins une fois par semaine, comme tous les profs d'agronomie, je suppose, sur l'exploitation. Depuis que la parcelle est passée en bio, depuis que la parcelle est rentrée dans le CASDAR, moi, je vois des loriots, je vois des compagnies de cailles, je vois un élagnon blanc, j'ai un couple là qui passe, il y a de la cigogne qui passe. Il y a des vers de terre en plus, parce qu'on fait comptage vers de terre tous les 2 ans. On a fait des essais sur les tests des slips aussi. On n'a pas d'évolution sur l'impact d'évolution du coton. Par contre, sur les vers de terre, c'est véridique. On a 30% de vers de terre de plus. Donc, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des choses qui apparaissent. Mais je vais être un peu méchant avec l'enseignement agricole. On n'est pas des chercheurs. Donc, c'est là où on a peut-être mis en place des choses qui n'étaient pas assez dynamique ou pas assez scientifique. Et c'est là que je rebondis sur ce qui a été dit ce matin. La synergie enseignement, technique et chercheur, elle est intéressante. Le CASDAR, il est avant tout pédagogique. Alors moi, je suis prof. J'interviens dans pas mal de filières, notamment nos fameux bacs pro CGEA, donc les futurs éleveurs. Les bacs pro GMNF, c'est plutôt des vocations de personnes qui vont travailler dans des mairies. J'interviens un tout petit peu dans les BPEA, c'est les publics adultes, et les BTSPA. Tous les élèves du lycée, quels qu'ils soient, interviennent d'une manière ou d'une autre sur l'exploitation. Parce qu'à un moment donné, tous, à un moment donné dans leur vie, ils ouvrent un robinet. Donc, tous, on les mobilise sur cette parcelle-là, au moins qu'ils en entendent parler. C'est ce que je dis souvent. Je pense que tout le monde a commencé l'école par attaquer des problèmes.
mais des problèmes sur un bout de papier, problèmes mathématiques. Nous, on leur met face à un problème concret. Vous ouvrez un robinet, la qualité de l'eau, elle vient d'où? Et en fait, ça les oblige à comprendre un contexte, avoir une approche globale d'une exploitation dans son environnement, et surtout, le pratique des ressources, elle est essentielle. Tout le monde a besoin d'eau à l'heure actuelle. Et formuler des hypothèses, c'est pas évident. À 16 ans, à 30, 40, 50. Et dès 18 ans, ils commencent à se confronter à ce point-là. Cette situation de formation, c'est peut-être eux, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils seront peut-être là à présenter des projets autres, avec des problématiques autres. Et notre seul objectif sur le projet, ce n'était pas forcément avoir des réponses, c'était avoir déjà des acteurs, futurs acteurs, qui travaillent sur le projet. Donc le bilan après 5 ans. On voulait passer la parcelle en bio. On l'a fait. À l'heure actuelle, on a 14 hectares en bio. On voulait une parcelle agroforestière. Elle a été plantée, elle est agroforestière. On voulait une parcelle fourragère. Elle produit des fourrages, en quantité moindre, mais elle produit. On voulait une parcelle autofertile, peut-être un peu utopiste. Mais ce qu'on a mis en place, ça nous permet de voir qu'il y a quand même du travail. On voulait respecter l'arrêté préfectoral, la mairie de Pamiers nous confirme la qualité de l'eau est bonne. Donc on a répondu quand même à pas mal d'éléments sur notre projet. À l'heure actuelle, la conjoncture économique, climatique fait qu'il y a d'autres problèmes qui arrivent, globaux. Et on a nos projets locaux qui arrivent aussi. Transformer le lait, peut-être de la plante médicinale, tout ça, il va falloir l'intégrer. Il y a encore 15 jours, nos BTS étaient avec Aude et on travaillait avec un cahier des charges défini par le chef d'exploitation sur proposer des systèmes de culture sur l'exploitation en prenant en considération cette parcelle-là. Donc ça, ce travail-là, moi, prof, c'est une mine d'or. Parce qu'à l'heure actuelle, tous les gamins bossent dessus. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire de la recherche, développement, mais au moins ils essayent. Et ça fait partie des éléments importants, il faut essayer. Parce que pour se planter, il faut prendre le mur à un moment donné. Je vous remercie. Merci beaucoup. Parcelle vue aérienne. La parole est à la salle. Ah, là-bas, il y a une question. Et il y en a une là et puis une dans le fond. Merci. Oui, je voulais juste savoir, Aude, tu as pris le rapport matière organique sur argile comme indicateur de la qualité structurale, sauf si j'ai loupé quelque chose, en fait. Je voulais savoir si il y avait eu aussi des tests de structure qui avaient été faits, en plus, au-delà de ces rapports, on va dire, issus des analyses, quoi. Voilà, merci. Merci. Nous, on a utilisé le fait qu'il y avait déjà eu des corrélations de fait entre le rapport matière organique sur argile et les tests bêches avec la méthode VESS. Donc nous, on a fait des profils culturaux sur quelques parcelles en particulier, mais on n'a pas revérifié la corrélation entre tests bêches et matière organique sur argile. Pour nous, c'était un état qui était, c'était quelque chose qui avait déjà été fait. Pour compléter, la bêche, on la sort tout le temps avec les agriculteurs. On ne fait pas des tests bêches. Là, je ne vous ai pas montré. On n'a pas noté tous nos résultats de tests bêches. Et on fait parfois des tests à bêche un peu simplifiés, mais on insiste pour sortir la bêche le plus souvent possible. Et à chaque fois qu'on est sur une parcelle, on a une bêche, même si ce n'est pas un test bêche. Bonjour, merci pour vos interventions. Je vais m'adresser plutôt aux deux enseignants en agronomie. Je suis également enseignant en agronomie, mais en maison familiale rurale. Et voilà, j'ai aussi un plateau technique. Et je voulais savoir comment vous arriviez à intégrer vos plateaux techniques dans les plans de formation et si c'est quelque chose que vous avez réussi facilement à mettre en place avec vos étudiants pour pouvoir les faire travailler dessus. Merci, si vous pouvez expliciter un peu. Alors, je dirais que déjà, la première
on va dire, le premier facteur de réussite, ça va être le directeur d'exploitation. Voilà, parce que nous, on a la chance, on a un directeur d'exploitation qui est très ouvert, qui a été prof avant, donc c'est vrai que ça aide aussi, et qui est à fond dans la pédagogie, avec lesquels les enseignants techniques, enfin, moi je travaille beaucoup avec lui, donc forcément ça aide. Ensuite, bon, c'est un peu comme à Pamiers, hein, nous, l'exploitation, on a une grosse partie de l'exploitation qui est tout autour du lycée, donc on a juste à sortir de la salle grosso modo, et puis les parcelles où les ateliers d'agroéquipement sont en bas. Donc après, il suffit de faire ses progressions. Le fait de travailler sur ces projets-là aussi avec le directeur d'exploit, ça permet de bien voir où va l'exploitation, d'être au courant des projets, du coup de planifier tout ce qui va être mesure quand il s'agit de mesurer, mais de travailler avec eux sur en amont sur de la planification. Voilà, donc là, ça peut être comme avec Maxime, nous on travaille beaucoup avec l'outil Mission Ecophyto sur la reconception du système de culture. En filière élevage, ils ont travaillé aussi beaucoup, par exemple, également avec la Chambre sur le pâturage tournant dynamique. Voilà, tout ça. Voilà, ça se fait. Il y a de l'humain d'abord, avant tout, je dirais, et puis une proximité géographique, et puis après, ça va bien. Je sais pas si tu... Je vais compléter un tout petit peu. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin comparé à Nicolas, mais c'est vrai que le facteur humain, il est essentiel. On travaille, avant d'aller sur l'exploitation, sur un plateau technique, on travaille avec du personnel, avec un chef d'exploit, avec des salariés. Les salariés, c'est reste quand même compliqué, mais il faut qu'ils soient ouverts malgré tout, et surtout ouverts à recevoir des élèves. Nous déjà, les élèves, tous, alors notamment les filières techniques, ils vont au minimum une fois en mini-stage sur l'exploitation. C'est-à-dire qu'ils sont formés sur l'exploitation. Et à un moment donné, même si on a moins d'élèves fils d'éleveurs, mais justement, plus on va aller sur le terrain, plus ils vont prendre de compétences. Plus ils vont prendre de compétences, plus ils seront à l'aise sur le terrain. Et plus ils sont à l'aise sur le terrain, quand ils vont se retrouver en exploitation face à un maître de stage, mais il faut ils ont quand même un peu de vécu technique. Et ces jeunes-là, j'entendais ce matin parler des néo-ruraux, de ceux qui s'installent sans cursus, eh bien, le cursus, il faut qu'ils le prennent à un moment donné. Et si nous, en tant que mission publique d'enseignement en général, on ne leur donne pas de la compétence, mais je pense qu'on ne réussit pas notre mission première, l'enseignement. Je vous en prie. Je voulais rebondir justement sur... Ça marche, pardon. Notamment, quand vous avez évoqué les couverts en été, moi j'ai aussi été en lycée agricole et normalement il n'y a pas d'élèves durant l'été. Donc comment vous faites pour les intégrer, y compris dans les moments où ils ne sont pas là? Comment ils arrivent à suivre ce qui se passe? Et je profite du micro, j'avais une autre question par rapport au GI2E, où j'ai un peu eu la conclusion. Comment les agriculteurs utilisent le résultat que vous avez montré, des indicateurs? Est-ce que ça, entre guillemets, ça ne les fait que confirmer que ce qu'ils font correspond, les pratiques qu'ils mettent en place sur l'agriculture de conservation correspondent à ce qu'ils attendaient, en fait? Et en quoi ça les a permis d'aller plus loin, ou ça les a, entre guillemets, que confortés? Et voilà. Vous battez pas. Alors, le fait qu'il soit pas là l'été, c'est pas forcément un problème, ça peut même presque être un atout. Alors, pas pour être plus tranquille, hein, mais je vais juste vous donner un exemple sur les couverts qu'on a mis en place là. Donc cet été, où il y avait sur la même parcelle donc 2 types de couverts, et chaque couvert se met avec 2 modalités, donc semi-direct et puis des chômages. En fait, la plupart du temps, quand j'amenais les classes, voilà, au mois de septembre, ils sont tous passés devant la parcelle au moins une fois avant qu'elle soit fauchée. Et je leur donnais absolument pas l'itinéraire technique. Je leur disais, qu'est-ce que vous observez? Et ce qui était intéressant, c'est que tous ceux qui sont pro labour, travail du sol, etc., ils disaient, c'est celle qui est la plus belle, qui a forcément été travaillée, parce que c'est bien de déchaumer, il faut bien préparer, etc. Et d'un seul coup, quand on les fait observer et qu'on leur dit, mais regarde bien, ils s'aperçoivent que c'est l'inverse. Voilà. Et donc, ils se font leur raisonnement un petit peu tout seul, et ça permet de... Alors, c'est peut-être un petit peu abrupt, hein, mais du coup, ça les fait beaucoup plus réfléchir. Voilà. Ils partent
voilà, ça déconstruit plus rapidement certains préjugés. Voilà. Après, je sais pas. Alors, sur la question du GI2E, est-ce que ça fait que conforter et au final, ça fait pas trop avancer les choses? J'exagère un peu. Moi, j'ai une vraie demande sur ce groupe d'agriculteurs et que j'entends de beaucoup d'agriculteurs, c'est d'avoir des repères. Donc, ça rejoint un peu Microbiotaire qu'on a vu ce matin. Et quand ils mettent en place des pratiques, d'avoir savoir s'ils vont dans le bon sens ou pas. Et quelque chose d'un peu itératif en disant ok, on met des moyens, on fait des couverts, on arrête un peu le travail du sol. Et au final, ça donne quoi? Et est-ce que toute l'énergie que je mets, tout le temps que je mets, toute la passion que j'y mets, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc, oui, il y a un côté de réassurer des choix, mais il y a aussi un côté de hiérarchiser des leviers. Donc, je vous ai dit, on avait un peu identifié 7 leviers. Pour nous, un des éléments qu'on peut retenir, c'est que ça a vraiment... mis en évidence la capacité d'infiltration, la résilience par rapport à des abats d'eau qui pourraient être plus importants. Donc, les agriculteurs, ça les encourage à poursuivre et même à aller plus loin dans la couverture permanente des sols. Et sur la filière matière organique, oui, on est tous convaincus que le fumier, c'est bien. Oui, on a moins d'élevage. On essaye de mettre en place une filière matière organique avec le SMECTOM, avec les syndicats de déchets verts, de déchets, avec les éleveurs en montagne qui valorisent mal leur fumier. Mais c'est compliqué. Là, ça permet aussi de se dire, ça vaut le coup de mettre cette énergie, ça vaut le coup de continuer. Donc, je dirais les 2 éléments, réassurer, réconforter pour poursuivre et aller plus loin. Et bien sûr, aller plus loin. Moi, j'ai une petite question d'éclaircissement aux 2 personnes des lycées agricoles. Quand vous parlez de l'outil Mission Ecophyto, vous parlez de la mallette. Est-ce que c'est la mallette qui vous a permis de repenser les assolements? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc vous le considérez comme un outil efficace et qui vous aide dans les transformations des assolements? Alors, ça reste super efficace, mais pour l'avoir encore mis en place il y a 15 jours avec Aude, il y a une approche qui est quand même un peu plus complexe avec des élèves. Ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas toujours le vécu. Et reconcevoir un système de culture, déjà, eux, il faut qu'ils comprennent. Donc reconcevoir, on est sur des échelles relativement longues, d'une complexité qui est quand même hyper importante, que même nous, on a du mal à appréhender, parce qu'on n'a pas les bonnes réponses. Et un élève, la difficulté, il pose toujours la question, c'est quoi la bonne réponse? Mais nous, on ne l'a pas. Et c'est vous qui l'animez, la mallette, ou c'est l'animateur Sivam? Moi, dans mon cas, c'est la personne qui est à ma droite. La chambre régionale a 3 mallettes Ecophyto qu'on utilise dans le réseau des conseillers chambres d'Occitanie. Nous, c'est comme ça. Ouais. Oui, après, pour pouvoir, je pense que c'est ce qui s'est passé à un moment donné, normalement, pour pouvoir avoir la mallette, il faut avoir fait une formation. Donc en fait, après on a la mallette, on devient animateur. Voilà, donc nous, il y en a une au niveau du lycée, puis une qui appartient à la DRAF, mais voilà. Mais c'est super comme outil. Sans vouloir faire de pub, bien sûr. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, là-bas. Hop. Oui, merci beaucoup pour les différents exposés. Je connais un petit peu des collègues de l'UMR Agir qui travaillent sans doute un peu avec vous sur les problématiques captage notamment. Donc l'exemple du lycée dont vous avez parlé, par rapport à la plaine ariégeoise où il y a énormément de maïsiculture, des menaces sur les différents aquifères en termes de pollution par les phytos, c'est un problème assez majeur dans la région. Quel statut il a, donc, cet exemple de démonstrateur qu'on pourrait considérer dans votre cas? Est-ce que ça attire l'attention des agriculteurs qui sont autour dans la région? Comment ça se passe? Je prends l'exemple quand on a planté la première parcelle agroforestière, avec à l'époque des parcelles en maïs à 9000 hectares de marge brute. On a mis des arbres dans une parcelle agricole. Voilà, pour donner un ordre d'idée, on est un peu passé pour des fous. Auprès des élèves, on est passé pour des fous. Mais il y a quand même une évolution. Enfin, moi, ça fait 11 ans, 12 ans maintenant que je suis sur le lycée.
Avant, on avait des élèves qui étaient réfractaires à aller sur le lycée, à aller sur l'exploitation. Ils avaient presque honte parce qu'on n'avait pas de tracteur à nous. On faisait venir une entreprise. On avait mis des arbres. On avait des vaches qui n'étaient pas belles. On était en déficit, il ne faut pas se le manquer. Et à l'heure actuelle, on a des élèves qui vont quasiment une fois par semaine pour les productions. Ils montent au centre d'agriculture, ils sont fiers de présenter une vache, ils sont fiers de présenter le lycée, ils sont fiers de présenter leur outil de production. Et nos élèves, c'est les futurs agriculteurs de demain. Et c'est vrai que depuis quelque temps, on voit beaucoup de jeunes qui s'installent, qui reviennent chez nous au lycée en disant « mais c'est vrai que ce qu'on a vu, ça m'a servi ». Et sur les jeunes qui s'installent, même s'il y a beaucoup de néo-ruraux qui s'installent en Ariège, mais on est 80% confrontés à des problématiques soit liées sol, soit il faut produire du fourrage à un moment donné dans des contextes particuliers, notamment en montagne. Et produire de l'herbe en montagne, c'est pas donné à tout le monde. Et la plaine alluviale, je pense qu'on pourra en parler aussi avec Aude et en dehors. Les agriculteurs, à l'heure actuelle, on plante de mémoire combien de kilomètres de haies et de... 10 km de haies et 10 km de haies par an et à peu près, je pense, 10 hectares d'agroforesterie par an. Il y avait encore... Bon, alors... Oui, le micro marche. Bon, le chat n'est pas très actif cet après-midi. On va considérer que c'est sans doute la digestion, mais on a quand même des toutes petites demandes de précision qui s'adressent d'abord à Nicolas Cartier. Donc, c'est des questions beaucoup plus précises. On vous demande si le semis de la prairie temporaire sous couvert s'est fait à la volée ou en semis. Et la deuxième question qui vous est posée directement, c'est est-ce que vous arrivez à avoir un couvert qui est suffisamment performant entre le blé d'hiver et la céréale d'hiver suivante? Ok, très précis. Oui. Alors, la prairie sous couvert de métail est semée au semoir en ligne, en recroisant, justement pour maximiser la couverture du sol et pas retomber sur la ligne de semis des céréales et des protéagineux. En surface, bien sûr, du coup. Après, sur le couvert, l'efficacité du couvert entre deux céréales à paille, ça se passe plutôt pas mal. En fait, on l'a vu cette année, ce qui est important, c'est comme on sème directement après la récolte, donc ça va être semé mi-juillet. Après, nous, on sème les céréales à paille d'hiver pas avant la mi-octobre. Donc, ça laisse pratiquement 3 mois. Donc, c'est toujours, de toute façon, toute matière verte, toute biomasse, même si on a 1 ou 2 tonnes de matière sèche par hectare, c'est toujours bon à prendre. Donc, ça peut être pâturé après ou fauché, c'est pas très grave. Merci. Et une dernière petite question. Alors là, c'est une interpellation d'un des collègues de Haute-Pelletier, d'une chambre d'agriculture légèrement au-dessus. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt La Rochelle, chambre d'agriculture La Rochelle. Si vous voulez son nom, je vous le donnerai après. Qui vous pose la question, est-ce que donc chez lui, les sols argileux ont tendance à stocker la matière organique et en Ariège, comment est-ce que ça se passe ? Alors oui, il stocke, c'est-à-dire que j'ai pas commenté les chiffres sur les taux moyens. Les taux moyens de matière organique dans les sols, c'est entre 1,7 et 2,4% de matière organique, et c'est dans les sols argileux qu'il y en a le plus. Donc on est autour de 2,4, donc il stocke plus dans nos sols, dans notre département, que les sols limoneux et les sols sableux. Mais si on cherche à atteindre cet optimum de 17%, on est sur cet indicateur, il est toujours très faible quand on a 40% d'argile. Le potentiel de stockage serait là, mais on ne les a pas du tout, les 6% qu'il devrait y avoir quand on a 40% d'argile.